Dans le cadre de ce module de la communication scientifique, il y a trois grandes parties, sections. La communication scientifique écrite, la communication scientifique orale et la communication scientifique affichée. Le cours d'aujourd'hui concerne la communication scientifique écrite. On va utiliser le plan suivant, introduction, grosso modo les types d'articles scientifiques, la structure d'un article original, et dans un second cours, on va voir comment critiquer un article scientifique. Mais maintenant, on va se focaliser d'abord quelle est la structure d'un article scientifique pour acquérir les moyens pour pouvoir après le critiquer. Alors, pourquoi il faut comprendre la façon de comment communiquer sur le plan écrit, comment rédiger un article? Parce qu'il y a deux raisons. D'abord, l'information médicale, elle a explosé. C'est par exemple, on rentre dans un moteur de recherche comme PubMed, on trouvera des milliers, voire des millions d'articles scientifiques. Et donc, c'est une source importante d'informations. Ceci est bien, mais en contrepartie, il y a le souci quand même de validité scientifique parmi ces publications qui sont les plus pertinentes, c'est-à-dire dont les résultats sont les meilleurs, sont les plus utiles à notre pratique quotidienne. Alors il faut d'abord déjà savoir qu'il y a plusieurs types d'articles scientifiques. Il y a ce qu'on appelle l'article original, il y a ce qu'on appelle la mise au point aux revues de la littérature, la méta-analyse, l'article préliminaire, l'article didactique et la lettre à la rédaction. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va se focaliser sur l'article original parce que c'est la façon la plus standard d'une communication scientifique. Pour les autres types de publications, vous pouvez les retrouver dans le support PDF que je vais joindre à ce cours. Alors, on va se focaliser, comme j'ai dit, sur l'article original. L'article original, c'est quoi? C'est un article qui rapporte les résultats d'une étude qui vise à confirmer ou bien infirmer une hypothèse de travail nouvelle. On distingue différents types d'articles originaux, mais selon l'objectif. Mais le principe est le même. Il s'agit de résultats d'une étude nouvelle et qui va apporter une information nouvelle. Évidemment, en fonction de l'objectif, on distingue les articles qui traitent l'efficacité d'un médicament qu'on appelle les essais cliniques. Il y a les articles qui traitent la validité des outils diagnostiques qu'on appelle les études diagnostiques. Quand il s'agit de rechercher l'association entre un facteur de risque et un état de santé, ce sont des études de cohorte au cas témoin. Et il y a les études pronostiques et les études descriptives. Mais de façon générale, un article original possède ce plan de base qui est standard, qui est reproductible et qui est le même quel que soit l'article original. Donc il y a les sections suivantes, section titrée auteur, section qui va venir après résumé et les mots-clés, introduction, matériel et méthode, résultats, discussion, conclusion, références bibliographiques, tableau et figure. Donc je résume, ça c'est les parties, les sections standards qu'on peut trouver dans un article original. Alors, cette structure, en général, ça s'appelle structure IMRET, c'est-à-dire introduction, méthode, résultat et discussion. Donc, une fois que nous allons connaître les recommandations, comment écrire chaque section, à ce moment-là, on pourra faire une analyse critique d'un autre texte et finalement juger de la pertinence de l'information qu'on a devant nous. Commençons par le titre. Il doit être bref, clair, sans abréviation, avec un maximum d'informations sur le sujet de l'article et bien sûr avec un minimum de mots. Donc c'est un équilibre entre la quantité et la qualité. Il doit également refléter exactement l'article, c'est-à-dire que si je lis le titre, je dois avoir déjà une idée de ce qui se trouve dans l'article. Il doit être évidemment attractif, sélectif, mais évidemment sérieux, rigoureux et non provocateur. Après le titre, il y a section auteur. Il faut savoir que dans cette section, il y a un ordre. Et le premier auteur, c'est celui qui a rédigé. Le dernier auteur, c'est celui qui a initié le projet ou bien le travail. Et puis les autres en fonction de leur niveau de contribution dans l'article. Il faut savoir également une chose, que parfois le nombre d'auteurs peut être très élevé. À ce moment-là, il y a une petite règle. Quand le nombre est inférieur à 7, on les met tous. Après
après le titre, sinon on va mettre les 3 premiers, suivis par cette section de EAL. Pourquoi finalement mettre les auteurs? Parce que tout le monde, quelqu'un qui est contribué dans une étude, a envie que son nom apparaît. Il y a beaucoup d'arguments, c'était beaucoup d'arguments pourquoi on doit être cité dans une étude. C'est pour l'épanouissement professionnel, c'est pour beaucoup d'autres raisons. Et donc, c'est important, cette section d'auteur, elle est très importante. Après la section auteur, il y a une section qui s'appelle introduction. Et le rôle de l'introduction, doit permettre de comprendre pourquoi le travail a été entrepris et quel était son objectif. Donc, il a un objectif informatif, donc apporter au lecteur les éléments nécessaires et suffisants à la compréhension de son travail. Donc, c'est une passerelle entre les connaissances qui existent déjà et les connaissances qu'on va chercher à travers ce travail. Donc, il y a il y a une structure de cette introduction. Il faut d'abord commencer par ce qui est général, après le contexte de notre étude, et finir à la fin par l'objectif précis de notre travail. Il ne faut pas oublier que chaque affirmation, chaque idée mentionnée dans l'introduction doit être référencée. Donc, c'est une partie qui témoigne que nous avons fait une bonne revue de la littérature avant de commencer à faire notre travail. Ce schéma-là, il montre un peu la structure de l'introduction. Il a une structure en entonnoir. Ça commence du plus vague vers le plus précis. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'introduction, le lecteur doit savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Après la section introduction, il y a la section passion et méthode. C'est une section très importante. Son rôle finalement, c'est de permettre au lecteur de reproduire toute l'étude. C'est comme une carte ou bien comme un plan pour un architecte, si on peut faire cette analogie. Donc, il y a plusieurs composants de cette section, passion et méthode, qu'on va voir tout de suite. D'abord, la partie passion, et passion, c'est-à-dire sur quelle population nous avons fait cette étude. Cette section des passions va donner une idée sur la représentativité des résultats. Et donc par la suite, et logiquement, est-ce que les résultats vont être applicables à ma population ou d'intérêt, ou bien il s'agit d'une autre population, et à ce moment-là, les résultats ne seront pas pertinents pour ma pratique. Cette description des patients comporte les critères d'inclusion et de non-inclusion. Les éléments ayant permis la construction de l'échantillon, notamment le type d'échantillonnage, la taille de l'échantillon, et enfin les aspects éthiques de recrutement des sujets qui sont également importants. Toujours dans la partie méthode, il y a une deuxième section qui montre un peu ce qu'on veut faire et ce qu'on cherche à évaluer ou à estimer, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une fréquence, prévalence ou incidence, est-ce qu'on va évaluer une action d'un médicament. En tout cas, c'est l'objectif de notre travail. La troisième section, c'est l'appréciation des résultats, comment on va travailler avec ces résultats, c'est-à-dire quelles sont les valeurs normales qui sont retenues, quels tests et méthodes statistiques, quelle est leur précision, c'est-à-dire comment on a chiffré un amaigrissement, comment on a quantifié une diarrhée, et puis indiquer le nombre de malades exclus de l'analyse en donnant la raison pourquoi, et puis le nombre de perdus de vue, etc. Donc si on peut schématiser rapidement la section matériel et méthode, elle est composée des sections suivantes. Schéma d'études, de population d'études, après les informations recueillies, c'est-à-dire le support du recueil, est-ce que c'est un questionnaire, est-ce que c'est une fiche de recueil, les informations recueillies, initialement, s'il y a des visites de suivi, etc. Les outils et tests des mesures utilisées, les tests persans, les tests biologiques, toutes les mesures et les outils doivent être mentionnés dans cette section. Les variables créées, transformées, par exemple, si on veut évaluer l'obésité, on travaille avec l'indice de masse corporelle, mais on doit initialement recueillir le poids et la taille, et après on va transformer pour créer une nouvelle variable qui va nous servir à ce travail.
Quatrième section dans la partie méthode est la partie qui va décrire un petit peu les aspects statistiques qui ont été utilisés, notamment la saisie des données, avec les logiciels, quels sont les tests statistiques qui ont été faits, etc. Et enfin, les aspects éthiques et réglementaires qui sont très importants. Et il faut savoir qu'on ne peut pas publier un travail scientifique sans avoir la preuve que les aspects éthiques et réglementaires sont respectés. Une dernière chose, c'est que les références peuvent être mises dans cette section de méthode. On peut mettre des références, par exemple, si on va parler d'un test diagnostique, on peut, ou bien une méthode de calcul, on doit mettre la référence. Après la section méthode, il y a la section résultat. Alors, on peut